Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Demain, c'est la fête de l'indépendance. Vous le savez, 1960 fut l'année de l'accession de 14 territoires sous domination française à l'indépendance en Afrique. 14 d'un seul coup, sans conflit particulier. Certains historiens ont qualifié cela d'indépendance octroyée. Mais qu'en est-il réellement? L'indépendance du Dahomey a-t-elle été arrachée, négociée ou encore octroyée? La réponse dans ce reportage de James William Bagidi et de Malini Chibozo. 1960, année charnière. La décolonisation est à la mode. 14 territoires colonisés par la France accèdent à l'indépendance. Comme on le dit dans la plupart des discours convenus de l'époque, cela se fait en bonne intelligence avec la France. D'autres pays avant cela ont contraint la puissance coloniale à les libérer de son joug. Maroc, Tunisie. Un autre plus tard sortira indépendant d'une guerre sanglante, l'Algérie. Il n'en aura pas fallu plus pour que les historiens établissent 3 modes d'accession à la souveraineté internationale en Afrique. Les indépendances arrachées par la force, les indépendances acquises par la négociation contre le gré des puissances coloniales et les indépendances octroyées. Parmi les bénéficiaires supposés de ce dernier mode, le Dahomey. En cause, l'attitude ambiguë de ses leaders les plus en vue à cette époque, que sont Soroumiga à Piti, Justin Tometi à Romandegbe et Hubert Koutoukou Maga. En 1958, en effet, la France offre à ses colonies d'Afrique subsaharienne de choisir entre l'indépendance immédiate et l'appartenance à la communauté française. Ici, au Dahomey, à Piti, Maga, à Romandegbe, n'ont pas exprimé le besoin de sortir du joug français. Ils n'ont pas dit non à la communauté franco-africaine. À l'accession, ça donne effectivement ce caractère fort-là d'octroyer. Puisque, vous avez vu au niveau de l'Afrique occidentale française, ce que nous appelons aujourd'hui le Conseil de l'Entente. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu, et la Côte d'Ivoire, avec Tréboigny, et la Haute-Volta, Yamoussoukro, le Niger avec Amani Diori, le Dahomey avec Hubert Maga, vous avez vu, on les a appelés, le De Gaulle les a appelés pour y venir, pour négocier les dates auxquelles ils vont pouvoir remplir leurs formalités de l'indépendance. Et c'est par rapport à cela qu'on a eu à dire dans certains articles, dans certains écrits, que c'est une indépendance octroyée. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Cette phrase restée célèbre du Guinéen Ahmed Sékou Touré sera donc l'une des manifestations de ce que ces pères dahoméens et des autres colonies françaises n'auraient obtenu 2 ans plus tard que des indépendances octroyées selon son bon vouloir par la France. Toutefois, le terme indépendance octroyée n'est pas admis de tous. Il ne faut pas employer le mot octroyé. Parce que cela voudrait dire que les Dahoméens étaient là, les bras croisés, puis la France revient et donne l'indépendance. Non. Le mouvement qui aboutit à l'indépendance en 1960 a commencé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les personnes de la génération des premiers présidents n'étaient pas acquises à la colonisation. Beaucoup se battaient déjà pour réclamer l'indépendance avant que le mouvement ne se généralise et qu'on aboutisse au résultat de 1960. Effectivement, il y a eu quand vous voyez bien, il y a des intellectuels, par leurs écrits, leur comportement, qui ont forcé, on le dit, qui ont forcé la marche vers l'indépendance. Il y a déjà, vous verrez, à cette époque, il y a certains journaux qui sont déjà anti-colonialistes, qui écrivaient des articles contre l'oppression, contre les phénomènes de répression, en tout cas contre l'autorité colonialiste.
les pays d'Asie, les pays d'Extrême-Orient, tous ces pays-là sont en mouvement. Et en 1955, il y a la conférence de Bandung des pays non alignés, où chacun a exprimé la volonté de sortir du joug de l'impérialisme. Ce qui se passe en 1960 est l'aboutissement de tous ces mouvements-là. Et la France était contrainte, d'une certaine façon, de lâcher ses colonies. Pas d'indépendance octroyée au Dahomey donc. Mais alors, à quelle catégorie attribuer l'accession du pays à la souveraineté internationale le 1er août 1960 ? On peut négocier une indépendance. Et je classerais volontiers notre pays dans le cadre d'indépendants négociés. On s'entend, on s'informe, on échange et on se met d'accord. Le Dahomey n'a certainement pas arraché son indépendance par la force, mais il n'a pas non plus attendu que celle-ci lui tombe toute rôtie du ciel. Affirmer cela serait dénier le rôle joué par les acteurs clés, comme ces Dahoméens de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, ces grands noms comme Albert Thévoïdjré, Bertin Borna, Jean Plia, Louis Béanzin, Théophile Paoletti, Thomas Boya et tous les autres. Écrivains, acteurs politiques, leaders de la société civile, ils ont fait de l'indépendance du Dahomey une réalité qui se célèbre encore 59 ans après. Parlons maintenant du président Hubert Maga. C'est un homme qui est reconnu pour sa vision de développement. Hubert Maga a impacté positivement le Bénin lors de son passage à la tête du pays. Hubert Maga a réussi à s'adapter à la politique en accédant à la magistrature suprême en 1960 avec à la clé la proclamation de l'indépendance du Bénin. Koudous Abdoulaye. Peuple dahoméen, je proclame solennellement. Elle résonne encore dans l'oreille des Béninois. Une voix triomphante du premier président du Bénin martelant la souveraineté nationale. Derrière cette vibration sonore se cache ce grand homme. Hubert Koutoukou Maga, prénommé Ibrahim. Il est né le 10 août 1916 à Parakou dans le Nord Bénin, où il fréquente l'école coranique avant d'y faire ses études primaires, qu'il poursuit à Boycon, puis à Abomey en 1926. Il obtient le certificat d'études primaires supérieures à Porto Novo avant d'entrer à l'école normale William Ponty en 1933 et en sort major de la promotion dahoméenne. Hubert Maga sera d'abord nommé à Bembereke puis à l'école primaire de Natitengo qu'il dirige à partir de 1945. Il amorce sa carrière politique avec son élection au poste du président de l'Assemblée territoriale. Hubert Maga sera également nommé Premier ministre et vice-président du Conseil de gouvernement. Il accède à la magistrature suprême le 26 juillet 1960. Lorsqu'il accède au palais présidentiel après ces élections du 11 décembre, qu'il forme son premier gouvernement le 29 décembre 1960, il n'avait véritablement pas de programme de développement. Et les archives qui sont aujourd'hui disponibles montrent bien que c'est à la veille du premier remaniement ministériel en 1962 qu'il présente à l'Assemblée nationale son programme de gouvernement et qu'il insiste sur le développement de l'agriculture. Président ambitieux, Hubert Maga mettra à profit ses relations pour doter le Dahomey de quelques infrastructures en 3 ans de gouvernance. Par rapport aux relations qu'il a développées avec la France, les premières infrastructures, il a pu obtenir des financements pour les premières infrastructures comme la construction du palais de la présidence, comme l'hôpital que vous avez aujourd'hui qui porte son nom. Cette vision du développement n'aura pas suffi pour épargner Hubert Koutoukou Maga des intrigues politiques. Quand ils évoluaient jusqu'en 1963, entre-temps, ils ont mis de côté Ahoumadegbe dans l'opposition. Alors il y a cette fois-ci, avec des interventions à des niveaux donnés, un rapprochement cette fois-ci entre Ahoumadegbe et Apiti. Et c'est ce rapprochement-là qui a donné naissance au premier coup d'État de 1963, qui est la première révolution d'octobre 63, pour faire chuter Maga.
Le pouvoir échappe au père de l'indépendance destitué en octobre 1963 à la suite d'importantes manifestations. Le colonel Christophe Soglo prend le pouvoir. Hubert Maga se réfugie au Niger, puis au Togo. En mai 1970, Hubert Maga reprend les destinées du Bénin. Un jour, on dit, parce que les régimes militaires se sont succédés, et nous sommes arrivés à 70. 70, oui. À 70, ce sont les mêmes militaires qui ont dit le pays est ingouvernable. Il faut faire revenir, n'est-ce pas, les anciens leaders politiques, afin qu'ils se présentent librement aux élections législatives, aux élections présidentielles. Voilà comment nous sommes revenus en 70. Hubert Koutougou Maga reste à la tête du Bénin jusqu'au 26 octobre 1972. Il décède le 8 mai 2000 à Cotonou à l'âge de 83 ans. Mais les empreintes du père de l'indépendance du Dahomey restent toujours visibles dans un Bénin qui poursuit sa marche pour le développement. Merci à vous, Koudous Abdoulaye. C'est Kandi qui abrite la célébration officielle de la fête nationale dans la Liborie. La commune s'apprête à vivre en toute sobriété le 1er août. Un avant-goût avec Ronald Robinson et Kadnel Kako. Ils ont suivi pour nous ce mardi matin les exercices des défilés militaires et paramilitaires. À pas cadencé, martelant le macadam, les troupes de l'armée de terre, en béret vert, de la police républicaine et des sapeurs-pompiers de Kandi s'entraînent pour le grand jour. À quelques heures de la commémoration de la souveraineté nationale, tout semble fin prêt du côté des défilés militaires et paramilitaires. D'habitude, nous n'attendons pas le 1er août pour nous apprêter les 2 jours d'exercice de défilé. C'est pour marquer un peu la cohésion entre les forces. Voilà, donc c'est ce à quoi nous avons assisté ce matin. Ce serait dans une solennité, disons, inédite. Par rapport aux préparatifs de ce moment solennel, le préfet Mouhamadou ne cache pas son satisfait après la revue de troupes. Mais ce que je viens de constater par rapport à cet entraînement, je dis, me rassure de ce que la fête sera belle à Kandi. Si nous devons célébrer notre souveraineté nationale, je crois que ça devait être avec faste. Mais puisque nous sommes dans des réformes, notre credo, c'est de réaliser d'abord les réformes qui puissent impacter économiquement et socialement nos communautés. Nous allons fêter aussi bien dans la sobriété, mais dans la solennité. Une première pour Abibou Bachabi Ourou, le premier responsable de la commune de Kandi, s'apprête à vivre pratiquement sa consécration à la tête de la commune. Il annonce un défilé civil. L'émotion est là, la joie est là, les attentes aussi sont là. On a vu avec l'autorité préfectorale passer les différentes forces et je crois que je me réjouis et suis tout à fait satisfait. Et je voudrais leur dire merci. Merci pour ce service régalien qu'ils rendent à la nation. Ce n'est pas facile, que Dieu les assiste davantage. L'autorité préfectorale a souhaité que la commune de Kandi soit retenue pour organiser la fête départementale de l'Albouri. Nous allons mettre de la couleur à la fête pour que cette population la sorte massivement pour vraiment se retrouver dans cette fête-là. L'axe Kandi-Segbana abritera les manifestations officielles pour cette 59e commémoration de la fête nationale dans la cité des Saka et des Kandi-Sounan. Le mouvement des jeunes patriotes se prononce sur l'actualité nationale. Devant la presse nationale, Frédéric Benzin réaffirme son soutien indéfectible au président Patrice Talon. La conférence s'est prononcée sur différents sujets, notamment la visite du président indien qui, selon lui, constitue une réussite de la diplomatie béninoise. Il a par ailleurs invité l'opposition à accepter la main tendue du chef de l'État. Les grands projets pilotés par le gouvernement ont été aussi des sujets abordés au cours de cette rencontre avec les hommes des médias. Je vous invite ici à suivre un extrait de la déclaration de Frédéric Benzin. La démocratie est la dictature des lois.
La démocratie, c'est la reconnaissance de ce que la majorité ayant un pouvoir de décider a décidé. Mais lorsque nous rejetons catégoriquement la main tendue du chef de l'État et penser que dans cette main tendue, il ne pourrait jamais avoir une solution heureuse pour ce qui nous divise, je dis cela est une erreur. Il est important que nous nous ressaisissions parce que d'ici quelques mois, nous devons aller encore au communal. Et si les choses restent en l'état, qu'on ne vienne pas nous dire que le président Talon nous aura fait participer à ces élections, que les partis politiques qui sont d'accord avec son régime. Aujourd'hui est née une crise mais en douceur, où des opérateurs économiques qui n'avaient pas l'habitude certainement de payer les impôts, de faire face à des charges fiscales et qui trouvent que, bon, parce que le pouvoir du président Patrice Talon, entre autres, décide d'assainir le milieu fiscal aussi, tout de suite se reconvertissent donc en opposition politique. Et désormais, vous allez nous voir de façon plus fréquente, plus régulière, pour donc vous entretenir sur beaucoup d'autres sujets. L'État dit, on va évaluer tous les enseignants. L'État n'a pas dit ceux qui ont été reversés en 2008. L'État dit, tous les enseignants seront évalués. Mais qui va émettre les critères d'évaluation? C'est toujours eux-mêmes, les enseignants. Et on dit, si au bout de cette évaluation, il y a des gens qui sont recalés, ils seront réorientés. L'État n'a jamais dit qu'ils seront radiés. Parlons d'autre chose à présent. Le karité est un arbre à beurre. Ces amandes sont utilisées pour fabriquer le beurre de karité. Son exploitation constitue une activité génératrice de revenus pour plusieurs femmes dans le nord du Bénin. Suivons un peu l'enquête de François Zissou et de Gloria Oni. Nous sommes ici à Kakendoni, village de la commune de Djougou. S'y organise à titre d'activité génératrice de revenus la filière karité, une filière capable de rendement et de rentabilité. À Kakendoni, un espace entier est utilisé comme parc à karité. Sur cette place, les activités de tous les instants sont articulées autour du ramassage et du concassage collectif du karité. Avant, nous prenons le karité comme quelque chose qui n'a pas d'utilité. Mais depuis qu'on est doté d'un parc à karité, ça nous a permis de se regrouper en groupement, ce qu'on n'a jamais vu dans nos villages. On a pu regrouper 50 femmes, accompagnées des hommes, pour le ramassage et toujours pour la transformation des amandes au beurre de karité. Source majeure de revenus, les fruits à l'arbre de karité valent de l'or pour ces dames. Le karité est la première source de revenus des femmes de ce village. Une fois que les amandes solides sont triées, on a le choix de démarrer le processus de préparation du beurre de karité. Après chaque opération de vente, ces femmes font, sou par sou, leur petite épargne. Ceci afin de disposer à terme d'une autonomie financière durable. Nous ramassons le karité en groupe, nous les séchons et les vendons. L'argent obtenu est épargné dans la caisse du groupement. Cette somme peut servir tout membre en cas de besoin. Kakendoni, c'est simplement l'histoire de la petite coopérative. Une coopérative où la demi-centaine de femmes se rassemblent
autour du ramassage des noix de karité, des amendes dont la mesure varie entre 100 et 300 francs CFA. Sur le même registre, le ministre de l'Industrie, du Commerce, Serge Arissou, en visite de courtoisie à l'usine de sucrerie de Savès. C'est une visite de prise de contact avec le personnel administratif. C'était au siège de la société à Savès. Théodore Gandjeko, Sena Libla. En dehors de cette prise de contact avec le personnel administratif de la société, cette descente a permis au ministre de s'imprégner du fonctionnement de la SUCOB et des difficultés qu'elle rencontre. Après cette étape, Serge Arissou a promis de trouver des solutions pouvant favoriser un meilleur avenir à la SUCOB. J'ai suivi avec intérêt toutes vos préoccupations, tout ce qui a été fait comme développement. C'est pour moi l'occasion de les enregistrer, de repartir à Cotonou, d'inviter son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Nigeria et que je porte à sa connaissance tout ce que j'ai entendu ici pour que nous prenions des dispositions sur ça pour revenir très prochainement, incessamment, ça ne va pas durer et qu'en venant là, on saura qu'on viendra vraiment vous rencontrer et vous dire qu'on a entendu ce que sont vos problèmes. Et ce que nous pensons là-dessus, nous vous le dirons. En cette période où le Bénin a signé son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA, le gouvernement a à cœur le développement de l'industrie béninoise. Nous avons tout intérêt à accompagner nos industries. Donc, il n'y a pas de raison que nous vous laissons dans vos problèmes, pas du tout. Nous avons toutes les raisons de vous accompagner, à entretenir ce qui existe, à rénover ce qui existe et à créer d'autres entreprises. C'est seulement à cette condition-là que nous pouvons réellement intégrer cet accord et nous imposer désormais comme État africain. Cette visite du ministre de l'Industrie et du Commerce est la première qu'il effectue sur le site de la SUCOB depuis sa nomination. Les relais communautaires de la commune d'Abomey-Calavi sont désormais mieux dotés en équipement sanitaire. Ils viennent de les recevoir du Bureau des projets de développement et des œuvres sociales. Objectif, améliorer leurs conditions de travail. Estelle Dokbonou, Edmond Hongbo pour le reportage. 120 caisses en bois à 2 entrées pour sécuriser les matériels médicaux et 80 poubelles. C'est l'essentiel du don du Bureau des projets de développement et des œuvres sociales Bibdos au relais communautaire de la zone sanitaire d'Abomey-Calavi. Il est financé pour plus de 2 millions de francs CFA par l'USAID et s'inscrit dans le cadre de la réussite du projet dénommé Paquet d'intervention à haut impact des communautés PICOM. Paraît forcée, mais pour Bibdos, elle est très importante parce qu'elle nous prémunit non seulement Bibdos, la zone sanitaire, les élus locaux avec lesquels nous collaborons jour après jour pour la mise en place du paquet d'intervention dans les communes. Nous disposons de 120 relais communautaires formés, engagés, suivi et capacité. 80 de ces relais communautaires mettent en œuvre le paquet complet composé de la prise en charge des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la fièvre, de la diarrhée et les infections respiratoires dans les communautés, le suivi nutritionnel et vaccinal de l'enfant, le suivi de la femme enceinte, de la nouvelle accouchée et du nouveau-né. Cette action de l'ONG Bibdos vient à point nommé car elle va permettre de renforcer les prestations des relais communautaires. Les matériels et équipements à la disposition de nos relais communautaires, en plus des nombreuses initiatives qui sont prises en faveur de nos populations, nous confortent en tant qu'élus dans notre mission, car le développement de nos rêves ne saurait être effectif si les acteurs qui doivent l'impulser ne jouissent d'une bonne santé. Le projet Paquet d'intervention à haut impact dans les communautés vient à terme le 31 décembre prochain. Mais déjà, les populations des autres communes, notamment Soava, demandent aussi un regard favorable à leur endroit.
2 modèles de moto Yamaha sont désormais disponibles sur le marché. Les 2 nouvelles vedettes de la marque ont été présentées au public vendredi à Cotonou. Le reportage de Océane Amoussou et de Assel Dancy. Force Ince Royal et YCZ 110. Yamaha vient d'accoucher 2 nouveaux bébés mécaniques. La Force Ince Royal se décrit comme économique et durable. La YCZ 110, elle est un mélange de style et d'efficacité. Ces 2 modèles dont on parle, c'est une Force X Royal qui est un modèle tout grand public de 110 cm3, une moto que la plupart des Béninois connaissent. Mais comme on dit, quand on rentre dans l'innovation, on rentre aussi dans des aspects assez spécifiques de technicité, d'économie, de respect de l'environnement. Donc Yamaha essaie de rajouter tout ça pour essayer d'emmener des motos qui sont de plus en plus adaptées au public et à sa clientèle. Ensuite, il y a un autre modèle qui est beaucoup plus sport et qui a un design aussi assez intéressant qui est la YCZ 110. Donc les 2 modèles qu'on a présentés aujourd'hui, nos 2 Yaoyoyo, sont une Force X Royal avec des designs et des couleurs et une bonne puissance, donc des éléments qui se rajoutent, et une modèle très sport qui s'adresse aussi aux jeunes, aussi bien aux travailleurs, aussi bien aux entreprises, qui est aussi un modèle tout aussi puissant. 64 années d'innovation, Yamaha Motors ne tarit pas d'inspiration. À l'image de toutes ses créations, elle tient toujours ses promesses et rassure sa clientèle. L'intérêt du client dans l'utilisation de notre marque ou bien de nos produits, le premier intérêt est lié vraiment aux produits en tant que tel, parce qu'on parle de produits économiques, on parle de produits performants, on parle de produits efficaces. Donc ça, c'est vraiment la première qualité, c'est-à-dire on leur donne un produit qui a des intérêts et des atouts assez techniques qui lui permettraient de garder la moto dans le temps. Aussi, c'est des motos qui ne consomment pas, donc ça veut dire on parle d'économie. Deuxième point, c'est que les motos sont de plus en plus abordables en termes de prix. Et le troisièmement, c'est la fidélisation. Yamaha se présente aujourd'hui comme une marque incontournable étant donné qu'elle est disponible sur toute l'étendue du territoire béninois. Ce journal est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi.